Isabelle Perron, ça va faire 20 ans qu'on a interdit de fumer dans les espaces publics, les restaurants, les bars. 20 ans dans les avions. Les avions. Les avions, c'était un peu avant ça quand même. Où on a cessé quand même. Puis tu sais, rappelle-toi, aujourd'hui on en rit, mais tu sais, jadis dans les restaurants, t'avais quand même section fumeurs, non-fumeurs, mais t'es dans la même bâtisse, puis il y a juste un paravent qui sépare. Même affaire en avion, tu respires le même air, mais c'était ça. Les sections fumeurs et non-fumeurs, il n'y avait rien. Et moi, je me rappellerai toujours les vox pop là, autour de cette période-là, là, avant, pendant, après la date là, où ça avait été interdit, où les gens prédisaient là, que les restaurants allaient se vider, puis que les bars allaient tous faire faillite et tout ça. Bon, il y a eu une petite incidence dans l'immédiat, puis ça a repris presque aussi rapidement. Après, là, on a fait les 9 mètres. T'sais, on a continué d'augmenter finalement les conséquences, 9 mètres des bâtiments. Après, on a instauré la police du tabac. Donc, il y a plusieurs agents qui allaient dans les bars, les tabagies, les dépanneurs pour voir si ils allaient se faire carter, s'ils allaient se faire demander leur âge, pour voir si ça allait être appliqué, s'il y avait vraiment du monde qui allait fumer. Au Québec, on a été très restrictifs quand on regarde d'autres pays d'Europe, par exemple, où ils ont été beaucoup plus lousses sur fumer dans les bars. Mais qui ont suivi tranquillement. Puis là, il y a toujours la question un peu des terrasses, là, puis des espaces semi-ouverts. Là, Puis il y a tout cet aspect-là de 20 ans plus tard, on en est où? On sait qu'il y a un recours collectif aussi en ce moment, d'ici le 31 août, là, pour ceux qui sont décédés, qui ont été des victimes de cette industrie du tabac. Puis en même temps, on est à l'ère où on fait moins de sensibilisation. Il y en a, là, sur les paquets de cigarettes. Puis, ça c'est resté. Ouais. Après ça, on les a cachés aussi avec le temps. En fait, on a établi beaucoup de mesures depuis ces 20 ans-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est le vapotage. Tu parlais des terrasses. Moi, je vois tellement de monde vapoter, puis personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Il n'y a pas de conséquences. À un moment donné, tu as la petite fragrance de raisin qui te pop pendant que tu manges ton tartare. Puis c'est la personne à côté qui vapote. Il y en a qui vapotent à l'intérieur aussi, dans les cinémas, etc. Effectivement. Et donc là, on voulait traiter ce dossier-là en deux temps. Dans un premier temps, il y a, comme tu disais, ce recours collectif. Les gens ont jusqu'à la fin de cet été, de mémoire le 31 août, pour déposer leur réclamation. Ils pourraient recevoir jusqu'à 100 000 Notre invité, Philippe H. Trudel, est avocat et associé chez TJL. Il est responsable de ce grand recours collectif sur le tabac. Bonjour, M. Trudel. Bonjour. Dites-nous donc jusqu'ici là, comment ça fonctionne ces inscriptions, ces réclamations-là. Est-ce que ça progresse à peu près au niveau où vous y attendiez? Est-ce que c'est plus rapide, moins rapide que ce qui était prévu initialement? Non, ça va bien. Le processus de réclamation a commencé il y a presque un an, en août 2025. Ouais. On arrive au fil d'arrivée bientôt. On a 64 000 réclamations qui sont en train d'être traitées. On en a reçu 70 000, mais il y en a qui sont éliminés parce qu'ils sont clairement pas recevables. Et on continue à en recevoir tous les jours. Le gros du nombre de réclamations est rentré, mais là, ça continue ça continue quand même. Ce qui est important, c'est que la date du 31, c'est le délai pour produire une réclamation. Et les gens peuvent paniquer un peu parce qu'ils se disent, là, je suis à la dernière minute, j'ai pas tous mes documents, que ce soit des documents de succession, que ce soit un extrait du dossier médical. Qu'est-ce que je vais faire? J'y arriverai pas. Pas de panique. Pas de panique. Ce qui est important, c'est la réclamation qui est produite le 31 août. Et par la suite, on continue l'accompagnement. Il n'est pas trop tard pour ajouter ou envoyer les documents par la suite. Il faut comprendre que avec le nombre de réclamations qu'on a, il y a des goulots d'étranglement dans plusieurs organismes comme le Santé Québec, les hôpitaux, les archivistes des hôpitaux qui nous aident énormément, qui font un travail remarquable, mais justement, parce que les gens sont un peu à la dernière minute, mais tout rentre en même temps. Et c'est impossible humainement d'avoir son extrait de dossier médical en une semaine ou 2 semaines. Et ceux qui sont éligibles, il y a des victimes qui ont reçu un diagnostic avant 2012, avant le 12 mars 2012, qui en sont décédés. Certains peuvent toucher jusqu'à 100 000 $ pour les cancers de poumon, de la gorge. Emphysème, c'est jusqu'à 30 000, entre autres. Vous dites qu'il y a beaucoup de candidatures qui ont été écartées. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas partie, qu'on ne peut faire partie de ce recours collectif? Écoutez, ceux qui ont produit des réclamations, par exemple, puis la victime, c'est un cancer de la prostate, c'est clairement pas inclus. Mm-hmm. Alors, elle est écartée, c'est relativement une décision facile. Ce qui est plus difficile, c'est les périodes, le moment où le diagnostic a été posé. Nous, on a commencé le procès le 12 mars 2012, et ce qui explique la date butoir du 12 mars. On peut pas prendre un recours pour des victimes qu'on connaît pas encore, des victimes futures. Alors,
ceux qui ont eu un diagnostic après le 12 mars pour leur cancer ne sont pas inclus dans le recours. Par contre, lorsque on a eu le jugement de la Cour d'appel en 2019, les compagnies de tabac sont dépêchées d'aller à Toronto pour demander la loi de protection sur les arrangements avec les créanciers parce qu'ils voulaient pas faire faillite. Et dans la négociation avec tous les créanciers, il y a une autre catégorie qui a été créée pour les victimes qui ont eu un diagnostic entre mars 2015 et mars 2019. Donc, mais vous allez me dire tout de suite, il y a un gap, il y a un trou entre les deux, là, entre 2012 puis 2015. Oui, il y a un trou. Puis il y a des gens qui ne seront pas indemnisés, malheureusement, pour toutes sortes de raisons techniques, juridiques. Mais pour ces gens-là, il y a un fonds d'1 milliard de dollars qui a été créé. C'est une mince consolation, là, vous allez me dire, c'est vrai, pour la recherche, entre autres, sur le cancer. Alors, le nombre de fumeurs, en tout cas, diminue et continue de diminuer. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Le chiffre qui m'a frappé, en 1965, une personne sur deux au Québec fumait la cigarette. Je sais, là, tu sais, mes oncles, mes tantes, tout le monde fumait, mais je pensais que c'était comme une façon de parler. Non, il y a une personne sur deux qui fumait. Aujourd'hui, on est plutôt à 11%. Puis tu le disais tout à l'heure, Isabelle, il y a les fumeurs de cigarettes, mais là, il y a ce nouveau phénomène qui est en augmentation, qui est le vapotage. Ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé également. C'est ce que j'en comprends, du moins. Mais ça, on pourrait revenir dans les prochaines secondes sur la santé, parce qu'avec vous, Maître, je me demandais si par rapport aux conséquences pour les restaurants, mettons qu'on se retire du recours collectif, là, dans les 20 dernières années, donc, les restaurants, les bars ont dû mettre des limites. Est-ce qu'il y a encore des amendes qui se donnent? Est-ce qu'on sévit encore en ce moment? Je vous dirais que c'est maintenant clairement accepté socialement qu'il y a une interdiction de fumer dans les restaurants, dans les bars, les autobus, etc. Alors, c'est sûr qu'il y a de la délinquance un petit peu, mais j'ai l'impression les amendes sont beaucoup moins fréquentes que ça l'a été au début de la loi. C'est très rare maintenant, en tout cas, parlant de mon expérience personnelle, là, quelqu'un va s'allumer une cigarette dans un restaurant. Mais en même temps, ça fait réfléchir parce que là, j'entendais parler de liberté, c'est-à-dire de campagne justement pour interdire, faire des sections fumeurs, non-fumeurs. Oui. L'argument des compagnies de tabac à cette époque-là, c'était la liberté. Hein? C'était une liberté fondamentale, j'ai le droit de choisir. Mais cette liberté-là, en même temps, ils niaient que ça créait une dépendance. Ils l'ont nié jusqu'en 1998. Alors, c'est sûr que la machine de relations publiques des compagnies de tabac a beaucoup retardé la mise en œuvre des mesures pour contrôler le tabagisme, mais heureusement, graduellement, on a assisté à un taux, une réduction qui est maintenant 11%, qui est remarquable. Il vise 5% dans quelques années, mais là, on a le phénomène du vapotage qui arrive. Il n'y a pas de recours pour le vapotage. Non, il n'y a pas. On n'est pas sévère. Est-ce que c'est un tremplin pour les jeunes quand tu as du vapotage à saveur de gomme ballon ou de framboise? Aux États-Unis, ça a été interdit. Trump vient de le permettre après des rencontres de lobbyistes de compagnies de tabac. Alors, le combat est loin d'être fini. On était capable d'aller chercher une indemnité, ce qui est une première planétaire pour les victimes, mais la lutte est loin d'être terminée. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation d'ici la fin de l'été, évidemment. Philippe H. Trudel, je rappelle que vous êtes le responsable de ce grand recours collectif sur le tabac. Vous êtes avocat et associé chez TJL. Je parlais de santé, donc, Isabelle, puis on voulait faire un peu le point à savoir, tout ceci, c'est, entre guillemets, du passé. Je suis certain qu'il y a des gens qui continuent de vivre les conséquences du tabagisme, mais il y a cette nouvelle tendance qui émerge et qui pourrait peut-être avoir des conséquences négatives sur la santé des individus, sur la santé publique. Le docteur Gilles Goulet, cardiologue, est en quelque sorte un spécialiste. Ça fait plusieurs fois que vous l'entendez sur les ondes de Cube à ce sujet-là. On parle notamment de la montée du vapotage. Docteur Goulet, est-ce qu'il y a matière de s'inquiéter au même titre que les 51% qui fumaient la cigarette dans les années 60? D'abord, merci de me recevoir. Il y a quand même une bonne différence entre le vapotage et la cigarette, parce que c'est vraiment les produits de combustion qui sont vraiment plus hétérogènes que la simple fumée, la vapeur dans le vapotage. Évidemment, on respire tous de l'humidité, donc on respire tous de la vapeur d'eau. Le problème n'est pas là. Le problème est dans les saveurs. Les saveurs, c'est
c'est d'abord et avant tout des molécules qui sont un peu plus graisseuses, si on veut dire. Donc, ils sont absorbés par le poumon. Et le poumon est pas un centre de dégradation. C'est pas un dépotoir non plus, là. Non. Alors, les substances peuvent s'accumuler au niveau des cellules et il y a des réactions inflammatoires qui peuvent en survenir et ça va donner surtout des problèmes pulmonaires. Je ne suis pas un spécialiste, mais pour ce qui est des maladies cardiovasculaires qui, je le rappelle, ne font pas partie du recours collectif, alors que la cigarette est un facteur de risque énorme chez ces patients-là. C'est quand même intéressant. Mais moi, je suis pas à l'intérieur de tout le débat. Ça m'étonne beaucoup parce qu'on a délesté beaucoup d'autres maladies. Évidemment, les maladies cardiovasculaires, c'est encore la cause numéro 1, quasiment à égalité avec les cancers, qui sont la cause de mortalité numéro 1 au Canada, en tout cas, et dans les pays développés. Et il ne fait pas partie de ce recours collectif-là. D'autre part, il y a tous les cancers du larynx, pharynx, œsophage, estomac, qui ne font pas partie de ce recours-là. Alors, il y a un gros lac ici, là, mais disons qu'on s'est concentré beaucoup plus sur les maladies pulmonaires, je dois comprendre. Bon, ça fait 20 ans cette année qu'on a interdit de fumer à l'intérieur dans les endroits publics. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous voyez une différence depuis 20 ans? Il faut dire que les patients de ma clientèle, donc c'est des patients qui sont plus âgés, je dirais pas vieux parce que je fais partie quasiment de cette clientèle. Mais dans la clientèle plus âgée, ce qui a beaucoup décidé les gens à arrêter, c'est surtout le fait qu'ils ne peuvent plus fumer nulle part. Alors, donc, aller fumer au froid, ça les intéresse pas. Mais pour les gens qui étaient à la retraite il y a 20 ans, il n'y a pas grand monde qui a arrêté de fumer, là. Ils ont tous dans leur idée de dire il est trop tard pour que je change, mais il n'est jamais trop tard pour changer. D'ailleurs, je vais vous référer à un article de icardio.ca, www.icardio.ca sur le tabac, écrivez tabac, et vous allez voir que la cessation de tabac, dès qu'on dès qu'on décide d'arrêter de fumer, les avantages se font sentir dès les premiers jours de la première semaine. Alors, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer parce qu'encore là, les produits toxiques viennent surtout de la combustion. Mais les plus jeunes étaient beaucoup plus sensibilisés. Là, je parle de la génération maintenant des 30, 40 ans, parce qu'ils ont vu leurs parents fumer toute leur vie. Alors, eux étaient beaucoup plus sensibles. Et la génération qui a suivi a commencé à vapoter, mais la génération actuelle recommence à fumer la vraie cigarette. Et ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Puis ce que vous dites là, on le voit aussi beaucoup dans les séries, les émissions de télé. La cigarette est redevenue un accessoire mode dans ce qu'on consomme dans les différentes séries à travers le monde. Oui. Si on veut faire une petite bombe avec ce qu'on est en train de dire, c'est que dans les générations, on sait que les générations mettons, on va dire 12, 20 ans, ce sont des générations qui ne bougent pas beaucoup, sont très sédentaires, ils aiment gamer. Ils aiment gamer avec une boisson énergisante, avec la cigarette. On retrouve de l'obésité de façon beaucoup plus précoce. Qui dit obésité dit diabète. Qui dit diabète dit maladie cardiovasculaire. Tout ça, on les devance de presque 10 ans à chaque étape. Alors, ce ne sera pas rare de voir des patients de cette génération-là avec des problèmes cardiovasculaires éventuellement. Et je regarde vos yeux, là, vous êtes surprise, là, mais oui. Je vais en ajouter une autre couche. C'est la première génération qui aura une expectative de vie, de survie qui va être moindre de la génération qui les précède. Alors, c'est jamais arrivé d'habitude que les générations ont une espérance de vie qui augmente, mais celle-ci, compte tenu de l'obésité, sédentarité, diabète, tabagisme et tous les facteurs de risque qui enlignent vers une maladie cardiovasculaire précoce, alors auront une espérance de vie moindre. Et vous le voyez, les jeunes, donc les alphas, là, on est plus jeunes que les Z, fument davantage. Eux autres, c'est comme redevenu une pratique couler branchée. Moi, je les vois pas parce qu'évidemment, ma clientèle est plus âgée, mais ce qu'on peut constater dans la rue, ce qu'on peut constater en l'écoutant, c'est que le vapotage a été à la génération qui était avant eux, ce que la vraie cigarette maintenant est devenue pour eux, là. Je dis pas que tous les jeunes fument, c'est pas ce que je dis. Non. On voit une recrudescence dans l'usage du tabagisme qui est plus que ce qu'on a vu dans les dernières générations. Est-ce que ça vous inquiète? Ben, comme je vous ai dit, là, c'est inquiétant pour... En fait, le problème vient du fait qu'on ne parle jamais de prévention au Québec. On a la maladie de la prévention.
C'est pas à la mode, c'est pas ce qui fait réduire les listes de chirurgie, c'est pas ce qui fait réduire le nombre d'attentes dans les urgences, je le sais, mais on est capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. On est capable de parler de prévention, de saines habitudes de vie. Je serais curieux de savoir, vos auditeurs, là, s'ils pourraient nommer 3-4 saines habitudes de vie. Alors, faire un petit test, ils pourront l'essayer à la maison. Et puis, pour toujours retourner voir sur icardio.ca, il y a un texte complet sur les saines habitudes de vie. Bien, en ce moment, c'est qu'on gère beaucoup plus la maladie que la santé. T'sais, on est beaucoup ça, plus là-dedans, la pilule. On est beaucoup plus dans une visée curative, thérapeutique, que dans une visée préventive, alors qu'on sait tous que la meilleure thérapie, c'est encore la prévention. C'est quand même fou. Et puis ça nous rappelle évidemment les conversations quelques fois qu'on a eues depuis le début de l'été sur l'Ozempic et tout ça, qui sont des espèces de palliatifs a posteriori. Hein. T'as mangé n'importe quoi, t'as fait trop peu de sport, puis là, des fois il y a des facteurs génétiques également. Là, je veux pas minimiser, mais mon point c'est que ça reste qu'on soigne après au lieu de travailler sur ce qui entre en amont. Est-ce que je peux juste rajouter ici, parce que l'Ozempic est un peu ce qu'étaient les traitements de cholestérol. On prend notre pilule de cholestérol puis on fait pas attention à ce qu'on mange. Mais c'est bon, vous avez raison. Ouais. Il y a certains cas qui sont bien accompagnés puis qui font les efforts, mais il y a d'autres cas où les efforts sont pas faits. Là. Oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est pareil, mais c'est vrai qu'il y a des cas où les habitudes de vie n'ont pas changé. Alors, merci de m'avoir permis de parler un peu de prévention parce qu'on en a vraiment besoin. Docteur Gilles Goulet, cardiologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Merci. Plaisir.